Monsieur le chef du gouvernement, permettez-moi d'abord de m'adresser à vous pour vous remercier de cette invitation qui m'honore, bien sûr, parce que je connais cette université d'été qui a commencé en 1983. Je ne veux pas être trop chauvin, mais je sais qu'il y avait des Toulousains au départ, en particulier le professeur Paul Orliac et Philippe Wolff. Et je voudrais vous dire que vous avez un gouvernement qui, de l'avis de tous, fait un très bon travail. Et je voudrais saluer le ministre des Affaires étrangères, qui est excessivement assidu à l'ONU, ainsi que bien sûr le ministre de l'Éducation. Et permettez-moi de saluer, pas pour des raisons électoralistes, le ministre de la Santé, qui paraît-il est un très grand pharmacien. Donc, je suis heureux d'être ici, comme voisin aussi, comme quelqu'un qui est né à Lourdes, dans les Pyrénées, et qui a été aussi maire de Toulouse. Je vais parler d'un sujet qui est, pour moi, un des deux grands sujets au monde sur le plan international. Des sujets dont on entend parler pas suffisamment. Certes, le changement climatique, on en a beaucoup entendu parler. La COP21 a été un succès. Mais enfin, regardons aussi aujourd'hui combien de pays européens ont signé définitivement l'accord de la COP21. Donc, même sur le changement climatique, qui pourtant touche tout le monde, nous avons des difficultés à nous faire entendre. Mais je vais parler du second sujet, qui est celui de l'extrême pauvreté, de l'injustice dans le monde. Je n'étais pas obligatoirement programmé pour m'intéresser à ces sujets. Après avoir été cardiologue à Toulouse, j'étais parti pour faire une carrière nationale et j'espérais le plus loin possible. Puis, les hasards de la vie ont fait que je n'ai pas été repris au gouvernement. J'avais deux solutions, soit trois solutions. Continuer coûte que coûte à faire de la politique, et j'avais la possibilité d'avoir une circonscription à Toulouse ou à Paris, ou alors faire du privé, ou alors changer complètement de vie et dédier ma vie sur la lutte contre l'extrême pauvreté. Et je dois dire que c'est ce que j'ai fait. Et je dois dire que je dois en parler avec beaucoup d'humilité, parce que autant lorsqu'on est dans la vie politique nationale d'un pays comme la France, on intéresse absolument tout le monde dès l'instant où vous dites quelque chose sur vos ennemis, autant si vous essayez de changer le monde et de lutter contre l'extrême pauvreté, vous le faites dans une sorte de désert médiatique, mais qui en définitive m'a fait beaucoup de bien. Il y a 12 ans, je disais à toute mon équipe, je veux faire une conférence de presse tous les 2 jours ou presque. Peu importe ce que j'allais y dire, ce qui était important, c'est d'être à la télévision. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je crois que je fais des choses, je vais en parler, et peut-être pas suffisamment médiatisé. La lutte contre l'extrême pauvreté, c'est probablement le plus grand sujet au monde. Pourquoi? D'abord pour les chiffres. Vous en avez parlé, monsieur, tout à l'heure, dans ce magnifique discours que vous avez fait, magnifique texte, parfaitement calibré dans les mots, écrits, pensés, réfléchis. C'est 800 millions de gens qui gagnent moins de $1 par jour. Et ce sont 2,5 milliards d'êtres humains qui gagnent moins de $2,5 par jour. Ça veut dire qu'il n'y a pas de biens publics mondiaux. Pas de nourriture pour ceux qui sont à moins de $1, pas d'eau potable, pas d'éducation, pas de santé, pas d'assainissement, pas de toilettes. C'est un sujet majeur. Alors, je sais qu'on a fait des efforts. Je sais que l'on a fait des progrès extraordinaires. Mais il reste pas moins vrai que ces chiffres sont effrayants. La deuxième raison pour laquelle c'est un sujet politique, c'est qu'on ne s'est pas tout à fait rendu compte. Et là, on le doit, ce que je vais dire, à un homme que j'admire profondément, qui s'appelle Anthony Lake, directeur général de l'UNICEF aujourd'hui, qui a travaillé dans l'administration Clinton, qui a été choisi par Barack Obama pour diriger l'UNICEF. Cet homme a montré
que lorsqu'on donne de l'argent aux plus pauvres, y compris ceux qui sont à moins de 1 dollar, ceux qui prennent tout, c'est ceux qui sont entre 0,5 et 1 dollar. Et ceux qui sont entre 0 et 0,5 n'ont rien. Ce qu'on ne savait pas. Et c'est pour ça qu'on a cette difficulté extrême dans beaucoup de pays au monde à sortir véritablement les gens de l'extrême pauvreté, parce que je dirais qu'il y a un aspect animal dans l'homme, et celui qui a 0,5, 1 prend tout par rapport à celui qui a 0, 0,5. Mais pire, on s'est aperçu que dans l'aide publique au développement que nous donnons tous, on fait petit à petit, on a dérivé vers les pays, certes en développement, mais qui étaient quand même en haut du panier. Par exemple, les pays d'Afrique subsaharienne ont eu une aide publique au développement qui a baissé de 13% dans les 10 dernières années. Donc ce sont des sujets importants parce qu'il faut aller plus loin dans les chiffres, dans les mécanismes. Troisième élément majeur, c'est que, et vous l'avez abordé dans votre texte, nous sommes devant un problème politique très important, mais le monde politique et le monde journalistique, c'est pour ça que vraiment je vous remercie énormément de nous inviter pour parler de ce sujet cette année à cette université d'été. Ces journalistes ne s'y intéressent absolument pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une dictature de l'immédiateté de l'information. Et donc, dès l'instant où le sujet sort à 11 h du matin, il faut qu'il soit réglé, de toute façon, pour le 20 h, chez nous de TF1, je ne sais pas chez vous, ou de France Télévisions. Et quand j'étais ministre, c'était ça. C'était le Monde de 15 h, qui sortait à 13h30, et le 20 h de Patrick Poivre d'Arvor. C'était notre sujet. C'est déjà effrayant. Aujourd'hui, c'est bien pire. C'est LCI, iTélévision, BFM. C'est-à-dire, la personne vous appelle. Le sujet vient de sortir à l'agence France Presse. La personne vous appelle pour savoir qu'est-ce que vous avez fait pour changer les choses. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas travailler dans le domaine de la politique sérieusement avec une opinion publique qui est en permanence sous pression d'une médiatisation intensive et immédiate. C'est impossible. Alors c'est impossible déjà pour la politique intérieure, mais lorsqu'on parle de politique internationale, alors là, on est totalement ailleurs. On est sur 20 ans, sur 30 ans. C'est-à-dire des durées qui dépassent de très loin nos mandats respectifs. Et c'est ce qui me fait différencier quand même un homme d'État de celui, ou une femme d'État, de celui qui n'en est pas, au passage. Quatrième grand sujet, c'est que ce phénomène qui est dû à la mondialisation, on a cru, souvenez-vous, il y a 20 ans, lorsque on a vu une mondialisation, je dirais, presque achevée, que ça allait monter très vite le niveau de tout le monde. Ça a été vrai dans les pays émergents. Il y a des dizaines de millions de pauvres qui s'échappent de l'extrême pauvreté en Inde, qui s'échappent de l'extrême pauvreté au Brésil, qui s'échappent de l'extrême pauvreté qui s'échappaient au Brésil et qui s'échappent en Inde, qui s'échappent en Afrique du Sud. Ça, c'est vrai. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que le gap entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi important. Et ça, c'est un phénomène qui est très intéressant à étudier. Thomas Piketty a vendu, je crois, 1 million ou 2 millions de livres là-dessus, y compris aux États-Unis. C'est que si vous avez 200 millions d'euros dans votre compte, et si moi j'ai 20 000 euros, vous allez avoir 20% de plus l'année prochaine, mais moi, je n'aurai jamais 20% de plus de mes 20 000 euros. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire 20% avec 200 millions qu'avec 20 000. Et donc, l'exponentialité de la richesse aboutit à des riches qui n'ont jamais été aussi riches et à des pauvres qui restent pauvres. Le seul hic, c'est qu'il y a des smartphones.
Et ça, on ne pouvait pas s'y attendre. Et donc tout le monde regarde tout le monde. Et donc la femme qui a 4 enfants ou 5 enfants, dont 2 meurent de paludisme ou de tuberculose, au fin fond de l'Éthiopie, voit quand même globalement tout le reste, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire ce que nous faisons de l'argent. Et ça, ne vous trompez pas, c'est à coup sûr un sentiment d'humiliation. Nous avons des enfants, on sait ce que nous faisons pour nos enfants, on ferait n'importe quoi pour nos enfants. Ça, c'est dans l'espèce humaine, c'est un noyau dur. Et donc pourquoi ne voulez-vous pas qu'une Éthiopienne, une Malienne, une Ivoirienne, un Ivoirien ne fasse pas la même chose? C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que j'ai fait la plus grande expérience de ma vie, sans journaliste, sans photographe, ma femme est là, elle pourra attester, sans caméra, pour 18 jours ou 20 jours, au mois d'août l'année dernière, il y a un an, à cette date-là, il y a un an, j'étais là-bas, à 30 miles des côtes libyennes, jusqu'à Lampedusa. J'ai voulu vivre ce que c'était, je voulais vraiment voir moi-même. Donc j'ai téléphoné au dernier moment, j'étais déjà à Lampedusa, à des gens du Haut Comité pour les réfugiés, et j'ai vécu la vie des gardes-côtes italiens, des ONG, du HCR, pour savoir ce qui se passait. Ce que j'ai vu est absolument effrayant. Certes, 50% des gens fuient la guerre, la Syrie, le Soudan, la Libye, ça c'est vrai, la Somalie, mais 50%, ils viennent chercher des médicaments pour leurs enfants, ils viennent tenter leur chance, parce qu'ils ont vu sur Internet, quand même, ils ont vu sur leur smartphone, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait en Europe. Et après avoir passé 6 mois à marcher, ils se retrouvent sur le bord de la plage de Libye, avec des vraies sectes de gangsters, qui les mettent en prison pour encore 3 mois. Et une fois qu'on les a bien pressurisés, dit vous pouvez sortir et prendre le bateau, mais il faut 3 000 $. Avec les chiffres que je viens de donner, 3 000 $, ce n'est qu'un village qui donne 3 000 $. Donc les gens téléphonent à leur village, arrivent sur le bateau, et là il y a suffisamment d'essence pour faire uniquement 30 miles. Après, le moteur s'arrête, et le matin à Lampedusa, lorsque vous êtes avec la garde civile, vous appuyez sur le radar, et vous voyez 60, 70, 80 petits points dans la Méditerranée qui s'allument. Et il y a des gens extraordinaires, des saints aujourd'hui, qui vont les chercher. Un mardi, à 11h30 du matin, nous sommes arrivés sur un bateau. 350 personnes sur le bateau. Ça débordait de partout. On ouvre la cale, 52 hommes dans la cale, tous morts, asphyxiés par le gaz d'échappement du moteur. 2015. On sauve les premiers. Nous allons 2 heures après sur un dinghy gonflable, 110 personnes dessus. Un bout de boudin était dégonflé. 3 femmes qui étaient en train de faire un avortement spontané. Ils sont tous arrivés vers le bateau d'un coup. Le bateau a chaviré, 10 personnes, 10 hommes sont tombés à l'eau. Les Italiens sont tombés, les hommes grenouilles sont tombés, sont allés chercher, on n'a pu en récupérer que 4. 6 sont tombés, sont noyés devant leur famille, leurs enfants, etc. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour tous ces gens, ceux qui sont restés, ceux qui comparent notre condition de vie à la leur, ça s'appelle l'humiliation, le désespoir. Et l'humiliation, c'est le rare sentiment, même le seul sentiment au monde qui entraîne quelque chose qui ne s'enlève jamais. Si on a une humiliation sur le plan familial, de son père, de sa mère, de son frère, puis ensuite, quand on est marié, puis ensuite de ses enfants, ou de ses familles, ou de ses amis, on ne l'oublie jamais. C'est comme ça. Il y a beaucoup de guerres qui sont parties dans le monde comme ça.
Là, vous avez des centaines de millions de gens aujourd'hui qui ont un sentiment d'humiliation, qui n'ont plus rien à perdre vis-à-vis de nous, pays occidentaux. Pour peu qu'il y ait des fous furieux, des radicaux, des fondamentalistes, qui font que de la politique et pas de la religion, et qui se servent de la religion pour ça, ils ont le terreau extraordinaire pour lancer des conflits mondiaux. Nous sommes à ça du drame. Et je le dis parce que j'en suis sûr et certain, c'est une vraie conviction. Et je dirais même que nous sommes à quelques millimètres d'une vague. La vague fait quelques millimètres, là. Hein, la vague qui va à Lampedusa, qui va en Grèce, etc., elle fait quelques millimètres. Mais je rappelle qu'elle a multiplié par 10 quand même en 4 ans. Et là, elle va arriver sur un tsunami de 30 mètres. C'est le 4e phénomène. 5e phénomène, c'est que nous vivons dans un monde d'égoïstes. C'est-à-dire que la campagne présidentielle française commence, on va parler pratiquement que d'immigration. Mais on ne va pas parler de ce que je viens de dire. On va dire avec moi, croyez-moi, il y aura moins d'immigration. Il y a des gens qui vont le croire. Qui peut arrêter une femme qui vient chercher des antibiotiques pour son fils et sa fille? J'aimerais qu'on me présente la personne qui va l'arrêter. Il peut en tuer 2, 10, 100 000. Ça, c'est possible. Certainement pas 5 millions. Ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Parce qu'on l'arrêtera avant. Donc nous sommes aujourd'hui dans un phénomène absolument effrayant où, dans le monde dans lequel nous vivons, l'Asie et les pays du Sud sont en train de fabriquer des produits moins chers que les nôtres. Nous, on vend moins. On est dans une crise économique et financière. Les classes moyennes sont les premières à souffrir et elles voient arriver des gens chez eux. Résultat, ils se crispent, ils se protègent, ce que je comprends très bien. Et ils écoutent les populistes. Donc regardez ce qui se passe en Hongrie, regardez ce qui s'est passé à la présidentielle autrichienne, regardez ce qui se passe dans mon pays, où on pense quand même à peu près que ça sera de l'ordre de 30% pour l'extrême droite. Et regardez ce qui se passe même, y compris dans pratiquement tous les pays du monde. Donc voilà campé très rapidement les choses. J'étais en Égypte l'autre jour, je voyais un monsieur qui me dit, moi, je suis aveugle, enfin, voilà. Mais on m'a dit que l'opération coûtait 7 000 $ égyptiens, ce qui n'est pas grand-chose. J'en ai 7. J'ai décidé de rester aveugle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend ça. Vous avez un enfant qui meurt toutes les 3 secondes d'une maladie évitable et curable. Un enfant toutes les 3 secondes au tapis. Vous avez un enfant qui meurt du palu toutes les 55 secondes. Le paludisme, pour le soigner et le guérir, c'est $1,50. C'est pas compliqué. Avec $1,50, c'est pas comme le sida où il faut tous les jours. Là, c'est $1,50, one shot, terminé, injectable, guéri à vie. Un meurt toutes les 55 secondes. Donc je pense qu'on a un risque politique qui est majeur. Et pourquoi? Parce que, en réalité, avec ce que je viens de dire, on devrait se dire, attention, ça va tomber, bon, allez, on s'y met. Non, depuis 6 mois, on vient de s'apercevoir qu'il y a 13 pays occidentaux diminuent d'au moins 20% l'aide publique au développement. Parce que ces gens qui sont élus, qui viennent des extrêmes droites, ou plutôt très à droite, ou très conservateurs, je ne sais pas, eux disent, attendez, d'abord pour nous, et après on verra pour ceux qui sont à 10 000 kilomètres. C'est non seulement une faute morale, mais c'est une faute politique majeure. Donc on voit un effet ciseau, la diminution des recettes et l'augmentation des besoins. Donc on a de plus en plus de besoins et de moins en moins de recettes. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il faut aller voir tous les gouvernements, comme on voit le chef du gouvernement ici, pour lui dire « aidez-nous, aidez l'aide publique au développement » et arriver à augmenter. Nous, en France, on n'a aucune leçon à donner. Nous sommes à 0,35. La communauté internationale a dit 0,7. Ensuite, il faut bien le reconnaître,
Il faut aller voir la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, qui sont en train de nous tailler des croupières partout sur le plan économique. Je leur dis, vous êtes gentils, vous ne pouvez pas d'un côté nous tailler des croupières sur le monde économique et en même temps vous considérez toujours comme des pays en développement. Ils ne donnent rien, ces pays encore, à l'ONU, pas suffisamment. Donc il faut demander aux Chinois, il faut demander aux Vietnamiens, il faut demander aux Indiens d'augmenter ce qu'ils doivent, parce qu'après tout, on les a aidés. Donc maintenant, ils doivent aider les autres aussi. Et puis troisièmement, et c'est pour ça que vous m'avez invité, parler des nouvelles sources, inventer de nouvelles sources pour le développement. Et là, je vous prends au mot, oui, on peut changer le monde. Et je pense qu'on peut complètement, c'est complètement différent d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, pour le Biafra, on faisait de grandes affiches et on faisait pleurer les gens en disant « donnez un peu d'argent », on leur voyait un enfant titubant, etc. Là, maintenant, c'est fini, on peut dire « si vous voulez, on peut y arriver ». Et pourquoi? Parce qu'on l'a prouvé. On a prouvé quoi? C'était une discussion avec le président Lula, qui, le pauvre, a beaucoup d'ennuis actuellement, et le président Chirac. C'était en 2005. Le président Chirac avait invité le président Lula pour le 14 juillet. C'est une grande discussion comme ça, à brûle de pourpoint, entre ces deux êtres politiques hors du commun. Et il disait, mais on ne peut pas laisser ça. Et Lula disait, moi j'ai eu faim dans ma vie, je sais ce que c'est que la faim. Et il dit, la faim, c'est la bombe atomique, la vraie, la seule bombe atomique. Elle n'est pas en Iran, disait-il, elle n'est pas en Corée du Nord, ça c'est pour amuser la galerie. La vraie bombe atomique, c'est la faim. Quand il disait la faim, c'est l'extrême pauvreté. Il a raison. Je viens d'en dire un mot. Mais que faire? Et l'idée nous est venue de dire, mais après tout, l'économie, d'un côté, va mal, mais de l'autre, il y en a qui vont bien. Et ceux qui vont bien, ce sont ceux qui profitent de la mondialisation. Et qui profitent de la mondialisation? Internet, des téléphones mobiles, le tourisme avec l'avion, les transactions financières, le pétrole, le gaz, les mines. Ça, c'est mondialisé. Ça se passe dans quelques appareils électroniques à la City et à Wall Street. Et donc, c'est mondialisé techniquement. On s'est dit, pourquoi on ne prend pas une microscopique contribution de solidarité sur toutes les activités mondialisées? Et on va commencer par une. Alors ça, c'est gentil, parce qu'il y a plein de gens qui le disent, mais nous, on va le faire. Et donc, on a dit, on va le faire sur l'avion. Alors, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Landau, qui est un inspecteur des finances en France. Nous, chaque fois qu'on a un problème, on demande un rapport à l'inspecteur des finances. Mais enfin, il faut reconnaître que ça marche aussi parfois. Ça finit souvent par une taxe, je le sais, mais nous sommes français. Et donc, ça n'a pas loupé. Il a dit, mais pourquoi vous ne prenez pas 1 euro par billet d'avion? Et ma vie a basculé, puisque depuis ce jour-là, je n'ai fait que ça. Et j'ai voulu à tout prix y arriver. Donc, nous avons passé une loi en France sur 1 euro par billet d'avion. Je me souviens toujours d'un article dans Le Monde, c'était pratiquement en première page ou presque, en disant « Philippe Douste-Blazy tue Air France ». Et c'était signé par le président directeur général d'Air France. Alors que ce n'est payé ni par l'État, le ministre du Budget peut être très content, le ministre de l'Économie aussi, ce n'est pas payé par la compagnie aérienne, c'est une loi qui oblige tout voyageur qui décolle de France, que ce soit à Saint-Étienne, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux ou à Paris, chaque fois qu'il part, il y a 1 euro de taxe au décollage. Air China, Japan Airlines, United Airlines, American Airlines et Air France. Personne ne sait combien vaut un billet d'avion à 1 euro près. Personne. Le prix du billet change parce que le prix du pétrole change et parce que ça dépend du moment où vous le prenez. Et personne ne le sait. Et donc, nous, on l'a fait. Et ensuite, ça a été à la fois un échec et un succès. Un échec, il
faut bien le reconnaître parce qu'il n'y a que 12 pays qui nous ont suivis, et un succès parce que sur ces 12 pays, nous avons récolté 3 milliards de dollars en moins de 10 ans. Personne ne le sait, personne ne l'a vu, personne ne croit avoir payé. Simplement, quand vous faites Toulouse-Paris, vous sauvez 2, 3 même, avec 1 euro, 3 enfants du Palu, sans le savoir. Et ça, c'est la suite, à mon avis, c'est la seule solution pour éviter la déflagration. Des gens qui ne se rendent pas compte, sont tellement riches qu'ils ne se rendent pas compte, même s'ils se plaignent tous les jours, ils sont tellement riches qu'ils ne se rendent même pas compte. Et on change le monde. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Pour vous donner un exemple qui est très intéressant pour le capitalisme actuel. En 2006, donc moi j'ai passé la loi en juillet 2006, on s'est dit on va donner cet argent à la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme. Et j'ai commencé et je voyais qu'il y avait 3,5 millions d'enfants atteints de sida dans le monde. Alors là, c'est le pauvre du pauvre, du pauvre, du pauvre, du pauvre, c'est l'enfant qui naît avec le sida. Pourquoi? Parce que d'abord, il a 50% et d'abord, il a 100% de probabilité pour que ses parents soient morts tous les deux, orphelins. 2, il a 50% de probabilité pour mourir avant 5 ans. Et 3, s'il survit, c'est un survivant, il y a marqué sida ici, à l'école, au village, à l'usine, partout, out. Lui, il est dans les rues. Et je me suis dit, mais c'est là où il faut mettre cet argent. Alors j'ai dit, mais donnez-moi, montrez-moi les... Je suis médecin, donc j'ai dit, montrez-moi les... Et puis j'ai été ministre de la Santé au moment du sida, donc tout ça, au moment de l'explosion, je connais bien cette maladie. J'ai dit, donnez-moi les médicaments. Il dit, monsieur, excusez-nous, mais il n'y a pas de médicaments pour les enfants. Je dis, comment ça, il n'y a pas de médicaments pour les enfants? Pourquoi il n'y a pas de médicaments pour les enfants? Parce que c'est très simple. Nous n'avons pas d'enfants atteints de sida, et vous le savez très bien, monsieur le ministre, dans les pays riches, puisque toutes les femmes enceintes qui ont le sida sont soignées par trithérapie et le nouveau-né n'est pas infecté. Donc, dans la mesure où il n'y a pas d'enfants, enfin, il y en a 5-6 par an en France, il y en a 15 aux États-Unis, enfin, il n'y en a pas. Donc, comme c'est comme ça, ce que je comprends très bien, les laboratoires pharmaceutiques qui sont là aussi, c'est des boîtes privées. Je ne veux pas faire, moi, de leçons de morale aux laboratoires pharmaceutiques, mais enfin, c'est comme ça. Eux, ils n'ont pas de marché. Pourquoi voulez-vous qu'ils développent des médicaments pour les enfants, puisqu'il n'y a pas de marché? Nous oublions tous, les politiques surtout, nous oublions qu'il y en a 1000 par jour qui naissent, mais dans les pays pauvres qui ne peuvent pas payer. Donc cet argent en premier, de la taxe sur les billets d'avion française et des 11 autres pays, est allé pour développer les médicaments contre le sida chez les enfants. Aujourd'hui, j'ai l'énorme fierté de vous dire que 8 enfants sur 10 qui sont soignés contre le sida aujourd'hui dans le monde, ceux qui sont soignés, parce qu'il y en a qui ne sont pas soignés, 8 sur 10 sont soignés grâce à United, car on a appelé cette organisation United. De la même manière, nous avons pu soigner 355 millions de traitements contre le paludisme. Et nous sommes le premier acteur de santé publique mondial sur la tuberculose des enfants. United est reconnue dans le monde entier aujourd'hui comme un exemple de financement innovant qui, alors évidemment c'est petit, 3 milliards en 9 ans, vous allez me dire c'est une goutte d'eau. C'est vrai, sauf qu'on l'a fait. Plus personne ne pourra dire que ce n'est pas possible. Alors maintenant on doit passer à donc 2 grands thèmes, ce que les Américains, ce que les Anglais appellent innovative funding et innovative spending. Je le dis comme ça parce que je ne suis pas trouvé encore. Comment on fait pour prendre l'argent, les sources, comment on innove pour le dépenser. Comment on fait pour prendre l'argent? Ça, c'est une solution. Et nous avons, dans quelques jours, un rendez-vous très important en Europe, c'est la taxe sur les transactions financières. Personne, il n'y avait que l'extrême gauche en France qui s'intéressait à ça, attaque des gens d'extrême gauche. Et puis, au bout d'un moment, nous sommes un certain nombre à avoir dit,
Pourquoi le gap entre les très riches et les pauvres est en train d'augmenter? Parce que le capitalisme a complètement changé. C'est plus du tout le capitalisme industriel de l'époque. Aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est le capitalisme financier. Et ce capitalisme financier, vous avez deux solutions, si vous voulez le combattre. Ce que le pape, d'ailleurs, a dit récemment. Soit vous essayez de l'éliminer, et là, personne n'est capable d'éliminer le capitalisme financier. Il y a trop d'enjeux, et trop d'hommes politiques sont dans les mains, surtout dans les pays du Sud, des milliardaires. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est comme au judo, se servir du capitalisme financier pour prendre de l'argent pour les plus pauvres. Et donc l'idée de prendre 0,01% de transactions financières, c'est-à-dire plus il y a de transactions financières, mieux c'est. 0,01, si le monde entier le faisait, ça ferait 400 milliards de dollars par an. Et personne ne serait plus pauvre, car c'est de l'argent qui est complètement en dehors de l'économie réelle. Eh bien, j'ai convaincu le président de la République en mars 2012 de le faire. Contre toute attente, il a fait ça. Le président de la République d'après a multiplié par 2. Et aujourd'hui, nous avons une taxe sur transactions financières. Et maintenant, 9 autres pays européens, là, d'ici quelques mois, vont mettre en place la taxe sur transactions financières. Qui aurait pu dire il y a 5 ans que 10 pays européens allaient mettre en place une taxe sur transactions financières? La vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir, mais ils le feront aux États-Unis aussi. La vraie question, parce que le fric est là, la vraie question, c'est de savoir où est-ce que va aller l'argent. Nous les avons convaincus que ça devait partir pour les pauvres. Je crains que les ministres des Finances en gardent une grande partie pour eux. Ce serait la catastrophe. Pour reculer les réformes, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que, avant de passer au financement innovant pour dépenser l'argent, je voudrais conclure sur ce sujet, uniquement cette première partie, sur 2 choses. La première, c'est que quand l'argent est là, ça fonctionne. Et le gros problème en France, c'est que la plupart des gens, lorsque je vais, moi, sur une télévision, sur TF1, à 20h, devant 10 millions de gens, si je leur raconte ce que je viens de vous dire, ils disent, celui-là, il commence à nous ennuyer, il nous demande du fric, c'est de l'eau que l'on met sur du sable, ça ne sert à rien. De toute façon, la plupart des chefs d'État en prennent 3/4. C'est comme ça qu'ils ont des immeubles avenue Foch. Donc arrêtez avec tout ça, mais donnez-le nous plus tôt. Voilà, en gros, ce que je sais quand je passe à la télévision, 99%, c'est-à-dire plus de 9,5 millions de gens pensent ça. Et pourtant, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, en l'an 2000, la communauté internationale a décidé de mettre le paquet. Et elle l'a mis. Et nous avons aujourd'hui la mortalité infantile dans le monde qui a diminué par 2 en 15 ans. C'est extraordinaire. Jamais il y a eu ça. Jamais il y a eu ça. Donc quand l'argent est là, ça fonctionne. La rougeole, plus personne ne meurt de rougeole dans le monde. Parce que le vaccin contre la rougeole, on l'a mise à profusion. Et Christina en parlait tout à l'heure. Je veux dire, c'est les résultats que nous avons eus dans les 15 dernières années sont extraordinaires. Donc, quand l'argent est là, ça marche. Et c'est au moment où on a prouvé que quand l'argent était là, ça marche, que clac, il y a un arrêt. Donc là, on a devant les 2-3 prochaines années un rendez-vous extraordinairement important qui est de convaincre la communauté internationale de faire un effort. Alors, on a fait 3 grandes conférences. La conférence d'Addis, au mois de juillet 2015, formidable. La conclusion de Addis était merveilleuse. Où est l'argent? On n'a pas. On a fait l'Assemblée générale des Nations Unies, et bravo Christina et toute l'équipe de New York et de Genève d'avoir fait les SDGs. Bravo. Où est l'argent? On n'a pas.
Et là, on a fait la COP 21, 100 milliards par an à partir de 2020. Où est l'argent? Il n'y en a pas. Il y a un moment où le citoyen du monde va se dire, c'est très gentil de dire qu'il y a des succès. On voit ces types tous se congratuler, dire c'est formidable, on y est arrivé, on se serre tous de la main, mais sur des accords qui ne sont pas financés. Donc je me permets de dire que les financements innovants sont une des clés majeures, à mon avis, du développement durable. Alors, juste un mot maintenant de innovative spending. Comment mieux le... Alors ça, je terminerai dessus, c'est, rassurez-vous, très court. Je ne veux pas être trop long. Ça, c'est quelque chose d'excessivement important pour moi, parce que c'est la chose la plus importante pour moi, en même temps que ces sources de financement. C'est que si... imaginons que ça vaut 100 $ à Toulouse ou en Andorre, on pourrait peut-être estimer... Alors, il y a deux solutions si on veut le donner dans un pays où personne ne peut payer. Soit on trouve 100 $ aussi pour leur donner, soit on estime que là-bas, ça vaut 1 $. Alors, vous allez me dire que je suis un fou. En fait, pas du tout. Ça s'appelle, nous venons de le réussir pour la santé. Ça s'appelle la communauté de brevets. Je vous explique en 2 mots. Aujourd'hui, lorsque dans une unité INSERM, une unité CNRS de Toulouse, de Paris, ou NIH à New York, un chercheur fait une découverte extraordinairement importante sur le sida. Si c'est vraiment une découverte qui marche avec des essais cliniques, etc., dans 10 ans, ça sera dans nos pharmacies. Et nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos amis, ça sera dans la pharmacie. Tout va bien. Le problème, c'est qu'à Bamako, à Addis Abeba ou ailleurs, il faudra attendre entre 15 et 20 ans pour avoir ce médicament. Pourquoi? Parce que les brevets sont protégés par les plus grands avocats du monde. Et nous vivons comme ça. Et on trouve ça tout à fait normal. Donc, j'ai ce médicament ici. Voilà. J'ai 2 êtres humains. C'est pour lui, pas pour lui. Tout le monde célèbre Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est le top du top. Tout le monde dit Nelson Mandela est formidable. Qu'est-ce qu'il a fait, Mandela? Il a dit juste que les Noirs et les Blancs devaient dîner ensemble. Mais là, je ne vous parle pas de dîner ensemble ou d'être ensemble. Là, je vous parle de vie et de mort. Tout le monde vit normalement en se disant qu'un médicament existe. Il existe pour les Occidentaux, il n'existe pas pour les gens qui n'ont pas la chance d'y être. Ils crèvent. Si ça, ce n'est pas une apartheid, alors je ne sais pas ce que c'est. 2 milliards d'êtres humains n'ont pas droit aux médicaments essentiels et aux vaccins essentiels. Donc, on s'est dit, mais pourquoi ne pas prendre les derniers médicaments et dire, on va garder la propriété intellectuelle, on va laisser à Pfizer, à Glaxo, à Merck, à Aventis, on va leur laisser la propriété intellectuelle, mais on va leur demander pour les pays très pauvres, est-ce que vous n'accepteriez pas de faire des licences pour les génériqueurs tout de suite, pas attendre 15 ans. Alors j'ai commencé à raconter ça, j'ai été reçu par le président directeur général de de Pfizer de New Jersey, qui m'a reçu. Ça a duré exactement un quart d'heure. Et il m'a dit, écoutez, monsieur Doustovazy, je vous ai reçu parce que sur votre CV, vous avez un type très bien, ministre de la Santé, ministre des Affaires étrangères de droite. Mais ce que vous me racontez, vous êtes un fou furieux. Parce que si on fait ce que vous dites, moi j'ai des actions, des actionnaires, mon action va s'effondrer. La même chose pour Glaxo. À Londres, 10 jours après. Ça n'a pas duré 15 minutes, ça a duré 10 jours. Ça a duré pendant 10 minutes. J'ai écrit un article, et j'étais écœuré. J'ai écrit un article qui s'appelle Medicines Patent Pool, c'est la communauté de brevets, dans le New York Times, le Washington Post. Et 3 jours après, j'avais un conseiller du président Obama qui me demandait
d'aller à la Maison-Blanche pour expliquer au président qui avait lu cet article de quoi il s'agissait. Je l'ai fait. Et 2 jours après, sur le website de la Maison-Blanche, elle y est toujours, sur le site web de la Maison-Blanche, il y a le président Obama et Joe Biden, le vice-président, qui disent « ça, c'est certainement l'avenir du développement ». La communauté de brevets qui permet aux plus pauvres d'avoir les mêmes choses que les plus riches au même moment, mais à des prix 98% moins chers. Bien, après ce qu'il a dit, j'ai le plaisir de vous dire qu'aujourd'hui, Pfizer, Glaxo, Merck, Roche, tous ont signé le premier patent pool de l'histoire de l'humanité en santé. Et que chaque fois qu'il y a un nouveau médicament le plus efficace, le plus récent et le plus cher chez nous, il est le même jour dans les pays les plus pauvres. Et ça, je vous incite de le regarder comme, parce que c'est intéressant quand même ce que nous avons fait là, c'est la communauté de brevets medicinespatentpool.org. Et c'est quelque chose que nous allons faire maintenant en tuberculose et pour le cancer, car comme vous le savez, les maladies chroniques deviennent de plus en plus nombreuses par rapport aux maladies infectieuses. Je termine en un seul mot. En fait, ne pas le faire, ne pas aider les plus pauvres est une double erreur. Morale et éthique, bien sûr, mais surtout pour nous. La croissance française au 2e semestre a été de 0%. Si nous étions capables de faire un grand plan, comme les Chinois ont fait chez eux, mais nous, on le ferait, pays occidentaux, pour l'Afrique, de manière très organisée. Si nous sortions les pays d'Afrique subsaharienne de là où ils sont, en dehors de diminuer les risques de conflits et de violence, on permettrait, avec de la formation, d'avoir des jeunes qualifiés. Ils commenceraient à avoir un métier, ils commenceraient à avoir un salaire, ils commenceraient à avoir une classe moyenne. Et dès l'instant où vous avez une classe moyenne, elle achète quoi? Des fers à repasser, des cosmétiques, des vélos moteurs et des autos. Et qui les fabrique? C'est nous. Et notre croissance remontera. Donc je pense que vraiment on est à la croisée des chemins. J'ai vu qu'il y avait certains candidats au présidentiel qui, soit aux États-Unis ou en France, qui commencent à en parler, mais je pense que c'est un atout, un enjeu politique et économique, ce qui revient au même, majeur. Merci.